Alors que le ministère de la Transition écologique et sociale a un nouveau titulaire depuis 2 jours, nous nous interrogeons ce matin grâce à notre grande invitée à cette transition écologique et sociale. Bonjour Dominique Méda. Bonjour. Vous êtes sociologue, philosophe, vous enseignez à l'université Paris-Dauphine et vous êtes titulaire de la chaire Reconversion écologique, travail, emploi et politique sociale au Collège d'études mondiales de la Fondation Maison des sciences de l'homme. Vous publiez dans quelques jours chez Flammarion Une autre voie est possible, c'est sous-titré Le modèle social français n'est pas mort, on en parlera en fin d'entretien. Vous êtes aussi l'auteur, entre autres, La mystique de la croissance, comment s'en libérer. Ça vient d'être édité en poche dans la collection Champ Flammarion. Alors Dominique Méda, Nicolas Hulot espérait que sa démission entraînerait un sursaut, d'autres appelaient un Big Bang, les ONG demandaient un changement de cap. A priori, on n'est pas vraiment là, la nomination est plutôt dans la continuité. Pourquoi est-ce si difficile de changer de paradigme ? Parce qu'il faut rompre avec au moins 2 siècles d'une modernité galopante qui nous a appris à raisonner absolument autrement. C'est-à-dire qui nous a appris que l'important c'était la croissance, le profit, qui a en quelque sorte construit une grammaire de nos représentations qui fait que ces questions-là était complètement en dehors de notre champ. Vous voyez, la question de la modernité. Descartes, quand Descartes dit « il faut se rendre comme maître et possesseur de la nature ». Le sujet tout puissant, l'objet en face, la nature. Je peux la mettre en coupe réglée. Mon esprit sera toujours plus fort. Hegel, il faut détruire la nature pour que l'esprit humain occupe toute la place. On vit sur ces schémas-là. Et ça, on va mettre des années, des décennies, peut-être des siècles à s'en débarrasser. Il faut reconstruire une nouvelle pensée. On ne croit toujours pas aux périls qui menacent notre planète. J'ai vu, je ne crois pas me tromper, que beaucoup de gens étaient ennuyés de la démission de Nicolas Hulot, mais je crois que 30% seulement qui pensaient que c'était vraiment la question la plus importante. Je crois qu'on est en train de prendre conscience. De plus en plus de personnes sont convaincus qu'il y a un problème, mais on n'est pas encore au top. Et on n'est pas au top, pourquoi ? Parce que les gens se débattent dans des tas d'autres problèmes qui sont beaucoup plus immédiats. Ils n'arrivent pas à payer leur loyer, etc. Donc ça, c'est une autre chose qui me semble très importante et dont on ne parle pas aujourd'hui, c'est que je pense qu'il faut absolument réussir à tenir ensemble la question écologique centrale et la question sociale. Si on n'explique pas aux gens comment on va les aider à passer ces caps, à se passer des énergies fossiles, à payer la rénovation thermique des bâtiments, ils n'auront aucune envie d'être embarqués dans l'affaire. Vous pensez que les écologistes, les lanceurs d'alerte, ont manqué de pédagogie ? Non, mais ils se sont focalisés sur la question la plus importante. Ils ont raison, c'est la question absolument principale. Il faut tout reconstruire à partir d'elle. Mais le climat. Maintenant, il faut absolument, vous savez, on parle souvent d'acceptabilité sociale, c'est-à-dire comment on va faire comprendre ça aux gens. D'abord, il y a d'énormes résistances. Il y a les résistances des intérêts privés. Énorme. Les lobbies. Mais des lobbies. Et puis, je dirais plus que ça, tous les gens qui ont intérêt, je veux dire, toutes ces énormes entreprises qui ont construit toutes leurs prévisions à 20 ans sur sur les profits qu'elles allaient faire et à qui on va dire attendez, c'est plus possible, on fait plus comme ça. Et surtout, la résistance de la science économique, je veux dire, toute une partie de la science économique néoclassique est complètement aveugle à ces questions-là. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut un changement majeur et, en effet, il faut absolument toujours lier les 2 questions. On va fermer des secteurs, voilà comment on va vous aider à retrouver un emploi. Est-ce que Nicolas Hulot ne croyait plus ou ne croyait pas à la politique des petits pas ? Il appelait à quelque chose de beaucoup plus large. Et en même temps, on sent que tous les Français, les Françaises qui sont dans des secteurs économiques qui sont concernés par cette transition économique, je pense aux agriculteurs, je pense aux gens du nucléaire, à l'automobile, ils sont inquiets et ils préféraient qu'on y aille en douceur. Mais on les comprend parfaitement bien. Et idem pour la fermeture de Fessenheim, de toutes les centrales, comment va-t-on se passer du nucléaire, que vont devenir les gens qui sont employés là-dedans. Alors, il ne faut pas non plus se raconter d'histoire. Il y a pas mal d'études qui montrent que, du point de vue de l'emploi, justement, ça pourrait très bien se passer. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir presque ce qu'on appelle un double dividende. Je fais ma transition écologique et en plus, je crée des emplois et d'une certaine façon, ça pourrait résoudre aussi la question centrale de
la disparition du travail, la disparition des emplois. On nous dit vous n'aurez plus du tout d'emploi. Moi, j'y crois pas du tout. Mais en attendant, si vous faites vraiment votre transition écologique, il est évident que vous allez avoir besoin de plus de travail. Moins de pesticides, moins d'automatisation qui consomme de l'énergie, plus d'huile de coude, plus de travail humain. Donc, on peut être gagnant sur tous les plans, mais encore faut-il qu'on ait, voyez, une vision du monde dans laquelle les différents volets sont bien articulés. Dominique Méda, je voudrais qu'on revienne à cette notion de la croissance. Pourquoi il ne faut plus croire en cette croissance? Pourquoi elle est derrière nous et pourquoi c'est pas une mauvaise nouvelle? Alors, je suis contente parce que j'ai l'impression que ça y est, cette idée, moi, j'ai écrit en 1999 Qu'est-ce que la richesse, dans lequel je reprenais les vieilles critiques contre la croissance des années 70. Les années 70 ont été des années extraordinaires où on a remis en cause ça. Puis les économistes ont gagné, ils ont dit, oh, vous dites n'importe quoi. Bon. Là, ça y est. C'était des 12 illuminés. Aujourd'hui, les gens sont pris au sérieux? J'ai l'impression que ça commence. Ou est-ce que ceux qui défendent la fin de la croissance ont affiné aussi leur argument? Mais on les a affinés depuis longtemps, je peux vous dire. Non, mais donc, si vous voulez, il y a deux choses. Premièrement, il y a l'indicateur PIB, c'est-à-dire quelque chose qui a été le PIB, le produit intérieur brut, qui a été inventé juste après la seconde, entre les deux guerres, mais plutôt qui est devenu très utilisé après la Seconde Guerre mondiale. Cet indicateur, il était très intéressant à l'époque. Il fallait mesurer comment on reconstruisait la France, les quantités de métal, tout ça. Aujourd'hui, cet indicateur n'est plus adapté, notamment parce qu'il mesure mal un certain nombre de choses dans les services. Il mesure mal la productivité dans les services, par exemple. Mais allons encore un pas plus loin. C'est un indicateur non seulement très limité, mais dangereux, parce qu'il mélange tout. Tout est bon. Les productions toxiques comme les autres. Et c'est un indicateur qui est tout plat, si vous voulez. C'est-à-dire que vous regardez jamais la manière dont vous allez détruire un stock de quelque chose, de forêt, d'eau, de ce que vous voulez, pour construire votre valeur ajoutée. Donc c'est toujours positif, vous avez toujours de la valeur ajoutée. Vous regardez jamais ce qui se produit sur votre capital ou votre fonds. Donc ça, c'est absolument impossible de continuer avec ça. Donc l'indicateur est mauvais. Quant à la croissance, alors moi je fais partie d'un groupe de gens, Florent Jani, Catherine, Jean Gadret, etc. Qui défendent de nouveaux indicateurs de richesse. De nouveaux indicateurs de richesse, bien sûr. C'est-à-dire pour qu'on voit ce qu'on perd, au lieu d'avoir l'impression qu'on gagne toujours. Et on parle plutôt de post-croissance, post-growth. D'ailleurs, il va y avoir un événement bientôt au Parlement européen sur cette notion. C'est-à-dire, on dit pas... C'est quoi la post-croissance alors, c'est savoir raisonner sans se focaliser sur le PIB, en regardant d'autres indicateurs et d'une certaine manière... Exemple d'autres indicateurs? Je sais pas, l'empreinte écologique, l'empreinte carbone, l'indice de santé sociale. C'est-à-dire, en gros, il y a deux choses qui sont intéressantes. C'est notre patrimoine naturel, comment il diminue en quantité, en qualité, et la cohésion de la société. Si on regarde ces deux choses-là, on a déjà d'assez bonnes idées. Donc, on se focalise sur les évolutions de ces indicateurs-là sans regarder le PIB. Donc, on ne veut pas la décroissance, même si je pense que malheureusement, on va être obligé d'y venir. On veut une autre croissance. On ne s'occupe pas de la croissance. On poursuit nos objectifs. Donner à manger aux gens, créer des bâtiments, produire des choses importantes, utiles, mais on n'essaye pas d'avoir un taux de croissance élevé. Dominique Méda, je rappelle, vous êtes sociologue, vous êtes notre grande invitée ce matin dans la matinale RCF. Je voudrais avec vous qu'on revienne à l'événement politique qui était à l'origine de cet entretien, le départ de Nicolas Hulot. Il appelait à un Big Bang. J'ai l'impression qu'en fait personne n'y croit à ce Big Bang et qu'on se dit de toute façon c'est pas possible de changer. Alors faisons de la politique fiction, imaginons un gouvernement qui décide là on va vraiment prendre les choses en main et on va vraiment prendre ce réchauffement climatique au sérieux. On commence par quoi? Alors, je pense qu'il faut continuer à augmenter la taxe carbone. Enfin voilà, il y a des décisions techniques qu'il faut prendre de ce genre. Mettre énormément d'argent. C'est l'appel d'alternative économique. Alors on va expliquer. Okay. C'est un texte, une tribune qui a été signée par vous et puis par d'autres économistes où vous demandez un plan massif d'investissement pour les énergies renouvelables, pour la transition écologique. Exactement. C'est d'ailleurs un point qu'on développe dans notre bouquin, là, la question majeure de l'investissement. Si on veut faire une bonne transition écologique, il va nous falloir énormément d'argent. Donc il faut que l'État, le gouvernement, mette de l'argent sur la table. Okay. Oui, tout à fait, pardon. Et il faut aussi qu'on aille chercher de l'argent chez les ménages parce qu'il y a des gens qui épargnent et qui ne donnent pas cet argent. Donc il faut aller le chercher. Et investir massivement sur quoi? Par exemple, la rénovation thermique des bâtiments. C'est des sommes gigantesques, des milliards et des milliards qui sont nécessaires. La question du chauffage, ça peut nous aider à faire reculer. Mais évidemment, il y a par exemple... Ça paraît dérisoire. Non, mais toutes les passoires, non. Les bâtiments
sont un des plus gros consommateurs d'énergie et d'émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, il faut absolument isoler et permettre qu'il y ait moins de chauffage utilisé. Ça peut faire un de nos problèmes en matière de déficit commercial, c'est notre facture énergétique. Ça peut faire baisser la facture énergétique de la France, mais aussi des gens. Vous engagez une rénovation thermique de votre bâtiment, votre facture de chauffage va diminuer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, toutes les aides qui sont données aux personnes sont totalement insuffisantes. Il y a des tas de, ce qu'on appelle des passoires thermiques, 8 millions de logements dans lesquels des gens très modestes vivent avec des courants d'air, etc. Voilà. Donc là, vous avez, vous voyez, c'est un très bon exemple, parce que vous avez à la fois une occasion d'investir massivement de l'argent, de faire des économies, et en même temps de créer des emplois, parce qu'il va bien falloir que des gens la réalisent concrètement, cette rénovation thermique des bâtiments. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes, c'est qu'on a un goulot d'étranglement, qu'on n'a aujourd'hui absolument pas le nombre d'artisans nécessaires. Vous voyez, voilà quelque chose là qui peut être fait très vite, c'est très compliqué à mettre en place, rénovation thermique. Et après, tous les autres changements, les autres changements, c'est arrêter l'extraction fossile, puisqu'on sait très bien que si jamais on faisait brûler tout le pétrole et le charbon qu'on a encore en réserve, ça serait une catastrophe. Et donc, il va falloir réfléchir à indemniser les entreprises, calculer réellement ce que valent les entreprises, etc. Et puis, il y a toute la révolution agricole, changer notre agriculture, faire de l'agroécologie, etc., etc. Donc, les chantiers sont monstrueux. Les chantiers sont monstrueux, mais ils sont finançables. Voilà. Non, mais c'est la question déterminante. Est-ce qu'on va mourir à cause de la monnaie, à cause d'une invention, à cause d'une convention humaine? Non, c'est pas possible. Il faut qu'on ouvre les yeux. La monnaie, c'est pas un sujet. On peut créer de la monnaie, ce que propose par exemple Gaël Giraud, mais on peut aussi, aujourd'hui, il y a énormément de liquidités dans le monde. On peut attirer ces liquidités. Attirer l'épargne. Exactement, pour faire ces grands travaux. Alors, c'est vrai que les sommes sont gigantesques. Comme par exemple pour la France, on dit qu'il faut entre 45 et 75 milliards dans les années, chaque année, pour assurer cette transition énergétique. Donc, il faut remettre de l'argent, mais j'ai envie de dire, ça n'a aucune importance. Et il y a quand même les 3%. Les merci. Critères européens. J'allais y venir. Ce que propose, donc le texte est fait à l'initiative de Gaël Giraud et Alain Grandjean. Sur Alternative économique. Voilà. Et donc, ce qu'il propose est évidemment tout à fait... c'est évident, quoi. Il faut sortir ces dépenses-là du déficit. Petit 1, de toute façon, c'est une de nos anciennes dans notre bouquin. Il faut arrêter de fétichiser et de respecter ces chiffres, les 3%, les 60%, c'est ridicule. Et il faut surtout sortir de ce déficit toutes les dépenses qui vont permettre à la société de continuer à se reproduire. Parce que c'est de l'investissement et c'est des dépenses pour l'avenir. Exactement. Dominique Méda, vous avez donc publié 2 livres, La mystique de la croissance, comment s'en libérer, ça on en a bien parlé, et puis un autre livre qui sort dans quelques jours, Une autre voie est possible, le modèle social français n'est pas mort. Alors on sait que dans quelques jours il y aura la loi Pacte sur les entreprises qui sera discutée. Oui. Le modèle social français, en quelques mots, et comment est-ce qu'on peut le sauver ? Alors, ce qu'on dit, c'est que non seulement on peut le sauver, mais qu'en plus, il va bien d'une certaine manière. C'est-à-dire, on remet en cause tout le discours consistant à dire « Oh là là, on est vraiment les vilains petits canards en Europe et dans le monde. On n'a rien compris à rien. On est les seuls à avoir un taux de chômage élevé. On a un code du travail atroce, etc. etc. » Ce qu'on montre, c'est que c'est petit 1 totalement faux. Il y a bien d'autres pays que nous, y compris en Europe, qui ne vont pas très bien. Et deuxièmement, surtout, on essaye d'expliquer les raisons de ce mal-être, d'où ça vient. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la question n'est pas du tout qu'on a été trop dépensier, qu'on n'a pas su gérer l'argent public. Ça coûte pas un pognon de dingue? On montre évidemment que l'argent qu'on met dans le social est extrêmement utile et qu'il faudrait en mettre plus. Mais on explique aussi d'où vient tout cela, c'est-à-dire quelles sont les erreurs qui ont été faites à la fois au niveau mondial, la libéralisation totale des capitaux, au niveau européen en 2011, quand la reprise s'annonce, on coupe tout à cause de politiques d'austérité folles, à l'intérieur de l'Europe avec de la déflation compétitive, tout le monde qui essaye de baisser les salaires en même temps, ce qui fait que ça donne rien du tout, et puis les erreurs aussi de politique économique sous le mandat de François Hollande et aujourd'hui, qui font qu'on n'arrive pas en effet à, je dirais, promouvoir notre modèle social. Dominique Méda, je vais encore vous embêter
m'embêter avec ça, mais vous êtes, sensible à la planète qu'on va laisser à nos enfants, et les finances, si on leur laisse de la dette, comment est-ce que les générations futures vont s'en sortir? Mais d'abord, ce qu'on montre, c'est que cette dette, elle est utile, c'est un investissement. On a, depuis 10 ans, la France a diminué considérablement ses investissements. Or, l'investissement, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre pour plus tard, qu'il s'agisse d'investissements écologiques ou sociaux. Il faut aussi investir dans les personnes. Est-ce qu'on peut laisser presque 1 million de personnes au chômage de longue durée, sans entretenir leurs compétences, sans les remettre au travail? Or, on a une conception punitive aujourd'hui, on essaye de les picoter et on pense que le chômage est volontaire et qu'après tout, c'est parce qu'ils ne veulent pas aller bosser. Non. Donc, on doit investir à la fois dans notre patrimoine naturel et dans les personnes. Dominique Méda, il n'est pas trop tard? Non, il n'est pas trop tard. Mais c'est pour ça que la démission de Nicolas Hulot est très intéressante et très importante. Il faut qu'on en fasse un tremplin pour, en effet, tout de suite, se lancer vers un autre modèle de développement. Et ça, c'est l'affaire du gouvernement ou la société civile? Tout le monde doit s'y mettre, mais le gouvernement a évidemment une responsabilité majeure, notamment parce qu'il tient les cordons de la bourse. Merci beaucoup, Dominique Méda. Merci. Je rappelle vos 2 livres, hein. Une autre voie est possible et La mystique de la croissance.